On va aborder le sujet de la santé. Alors, par exemple, la question qui revient en ce moment dans le domaine médical, c'est comment encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine sans pour autant en brider l'innovation. Je vais vous laisser avec Frédéric Vacher, qui sera accompagné donc cet après-midi de Jessie Arlen-Smith, du professeur Luc Solaire et de Frédéric Bach. Je vous laisse ensemble alors. Merci beaucoup Frédéric. C'est bon, ça fonctionne ? Ça a l'air d'être bon. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je vais déjà accueillir nos panélistes. Donc, si vous voulez bien monter sur scène. Et j'aurai la joie d'animer cette session. Donc, Frédéric Vacher d'Dassault Systèmes en charge de l'innovation. Pendant que les invités montent, pourquoi Dassault Systèmes sur un panel de la robotique et la santé? En fait, comme vous le savez, hein, l'ensemble des robots de par ce monde sont numérisés, simulés et conçus avec nos solutions, que ce soit les robots industriels comme ABB, KUKA, ou les robots plus grand public, qui soient les robots d'Aldébaran, Boston Dynamics, etc. Et on investit énormément sur la santé. Ce sont nos plus gros investissements depuis une dizaine d'années, la numérisation de la santé. Et donc le sujet du panel, je vous en prie, asseyez-vous, ça va être de débattre sur la robotique assistée et l'intelligence artificielle au service de la santé et de l'homme. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, puisqu'on est assez nombreux, que chaque personne se présente brièvement et présente son activité. Donc en fait, on a un panel très éclectique, donc ça va être un débat intéressant. On va essayer de le faire sous forme de session interactive. Salut Rodolphe, très bien. Et donc le panel est très éclectique, ça va du monde de la recherche au monde du produit, vers le monde de la santé. Donc on va peut-être commencer avec vous, de l'INRIA, qui est très connu pour le robot Poppy, par exemple, dans la robotique. Francis Bach, je vous laisse vous présenter. Vous m'entendez? Donc, je suis Francis Bach, je suis chercheur en machine learning à l'INRIA et à l'École normale supérieure. Et donc ma spécialité est l'algorithmique de l'apprentissage et de l'IA, plutôt du côté théorique, mais bien sûr avec des applications qui vont de la vision, multimédia, jusqu'à un tout petit peu de santé. Ensuite, nous avons le professeur Luc Solaire. Bonjour à tous, donc je suis le professeur Luc Solaire, comme vous venez de le dire. Je suis associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Didier Mutter à Strasbourg. Je suis également le directeur scientifique de l'IRCAD, qui est l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, également à Strasbourg, et le président de la société Visible Patient. Hello, my name is Jesse, and I am the founder of AI for Good, and it's an advocacy group that tries to push for education and responsible AI development. I'm also the managing director of a small AI firm that works in healthcare, and we have an implementation in Taiwan working with a hospital to put in a Internet of Things and create innovation for the university and an environment where we can have the college students demonstrate their ideas and put them into a real environment where they can get feedback. And my company does the neural networks for the university. Rodolphe, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, donc Rodolphe Hasselvander. Moi je suis le fondateur de Blue Frog et ça fait plus de 15 ans que je travaille dans la robotique, dans des secteurs très divers mais assez orientés vers l'assistance, en tout cas robotique de service. Et donc j'ai créé Blue Frog il y a 4 ans avec vraiment l'idée de démocratiser la robotique et de la rendre accessible à tous, en ayant vraiment un accent particulier sur l'acceptabilité des robots, qui pour nous passe énormément par l'empathie, par le lien émotionnel qu'on va pouvoir créer entre les humains et les robots. C'est pour ça qu'on a fait ce robot Buddy, et qui pour le moment est destiné à l'assistance aux personnes âgées, aux enfants, à l'éducation, et demain chez tout le monde, dans nos familles, pour apporter des services et de l'amour à tout le monde. Et enfin, bonjour, Serge Tisseron, je suis psychiatre et docteur en psychologie, donc enseignant à Paris 7, et j'ai eu la bonne idée de m'intéresser dès la fin des années 1990 à la relation que nous avons avec nos objets quotidiens. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est un problème crucial, et j'ai fondé en 2013 l'Institut pour l'étude des relations homme-robot. Nous avons déjà tenu un colloque en 2017 sur robotique et santé mentale, et donc nous continuons à travailler sur
les problèmes posés, les avantages et les risques posés par les relations des hommes aux objets technologiques. Bien, ça peut faire une bonne introduction. Je vous propose de démarrer avec le professeur Luc Solaire de l'IRCAD sur la robotique appliquée à la médecine. Donc, en finale, est-ce que le robot va remplacer le chirurgien ? Alors, le robot va aider le chirurgien dans beaucoup de gestes de demain. En fait, il faut savoir que pendant pas mal d'années, on a eu un seul robot disponible en chirurgie, par exemple pour les tissus mous, un seul seulement, pour tout le monde, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème de développement robotique pendant un certain temps. Et puis, on est en train de vivre une nouvelle génération qui va naître parce que les brevets sont passés dans le domaine public. Et on va voir dans les années qui vont venir un très grand développement de plusieurs solutions technologiques proposées par les plus grands industriels du domaine, qui va nous permettre d'avoir accès à des robots chirurgicaux d'un nouveau type, puisqu'ils vont intégrer par défaut la donnée. Alors, la donnée, derrière, évidemment, on entend big data, intelligence artificielle, et c'est vraiment la nouvelle génération de robots, c'est ce qu'ils vont apporter, c'est qu'ils vont avoir en fait un comportement par eux-mêmes, des choix qui vont vous être proposés, et des choix qui peuvent être simples à expliquer, comme par exemple suivre un mouvement respiratoire pendant que je suis en train d'opérer. L'organe bouge, je n'aurai pas besoin de bouger mes outils. Le robot va tout contrôler pour bouger exactement de la même façon. Donc j'aurai l'impression que rien ne bouge dans ma scène. Ça, c'est ce qu'on a déjà développé dans les systèmes robotiques. Et vous voyez, en fait, on va avoir de plus en plus de développement de ce type. Alors la question, c'est est-ce qu'ils vont remplacer le chirurgien ? La réponse est non. On ne souhaite pas qu'il remplace le chirurgien. On souhaite qu'il assiste. Et évidemment, cette assistante peut être très importante. Et plus elle va avancer, plus elle sera importante. Jusqu'à arriver, pourquoi pas, au pilote automatique, mais toujours en gardant le chirurgien derrière. Parce qu'on considère au niveau de l'IRCAD et au niveau de notre philosophie de développement que l'humain doit rester toujours derrière la vie d'un autre humain. C'est lui qui doit pouvoir proposer une solution thérapeutique au patient et pas la machine. On n'est pas en train de parler de réparer un ensemble de cellules quand on parle d'un patient. Et ça, c'est technologique, c'est technique. On peut faire appel à la machine pour ça. On est en train de parler d'aider un être humain à aller mieux, que ce soit en le soignant, en le guérissant ou pas. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit. C'est pour ça que je suis content qu'autour de la table, on ait également un spécialiste du domaine qui pourra aussi peut-être rebondir là-dessus. Oui, sur les sujets éthiques, jusqu'où on peut laisser la liberté à la machine ? Il y a eu souvent le débat sur la voiture autonome. Est-ce que j'écrase 2 personnes âgées ou juste un enfant ? Évidemment, dans la médecine, est-ce que j'opère en fonction des données et quel est l'arbitrage que je vais donner ? Oui, alors c'est un problème général. Je suis content, en effet, que Luc Solaire l'aborde. C'est un problème général à l'utilisation des objets technologiques, des robots dans le domaine de la santé. C'est que l'usager soit d'abord toujours informé de l'utilisation de ces machines et puis qu'il y ait toujours un humain qui garde la machine sous contrôle, de telle façon que les soignants puissent réaliser mieux, dans de meilleures conditions, peut-être plus rapidement, avec plus de sécurité, leurs interventions habituelles en s'appuyant sur des objets technologiques, mais éviter le plus possible la substitution, le remplacement d'un humain par un objet technologique, dans la mesure où beaucoup d'humains tiennent quand même encore à avoir affaire à des humains pour les interventions qui les concernent. Alors il est possible que dans quelques années, un robot opère beaucoup mieux qu'un humain. C'est pour ça qu'il est très important aussi que l'humain sache toujours exactement dans quelles conditions il sera opéré, de quelle façon. Alors j'ajouterais aussi que c'est très important de façon plus générale que l'humain sache toujours s'il a affaire à un humain ou à une machine dans l'ensemble de ses interactions sociales, puisque beaucoup d'interactions aujourd'hui vont passer par des chatbots, par des androïdes bientôt, et il faudra bien que le législateur fixe le droit de l'humain à toujours savoir s'il a affaire à un humain ou une machine. Oui, c'est vrai que c'est un vrai débat. Et en préparant cette table ronde, vous me disiez, est-ce qu'il faut effectivement mettre une barrière entre l'homme et la machine, d'un point de vue émotionnel, ou au contraire, est-ce qu'on essaye, comme un petit peu le robot de Blue Frog Robotics, de le rendre sympathique, proche de l'homme ?
Alors, c'est comme toutes les questions complexes, hein, il faut apprécier les avantages et les risques. Alors, c'est vrai que les avantages d'avoir une machine qui fait un grand sourire, qui nous écoute toujours avec attention, qui nous parle toujours gentiment, qui ne s'énerve jamais, qui nous connaît bien si elle est connectée à Internet, évidemment, et qu'elle recueille nos données personnelles sur Internet, dans le cadre de la législation, bien sûr, eh bien, ça, c'est très positif. Ça permet d'avoir une relation plus facile avec un objet technologique. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est d'oublier que derrière la machine, il y a des programmeurs, il y a des humains. Et comme je dis toujours, quand nous parlons à une machine, n'oublions jamais que nous parlons à l'homme qui parle à la machine. Nous parlons à l'homme qui est derrière la machine. Et puis, bien sûr, le risque aussi que, au-delà d'oublier que ces machines sont programmées, au-delà d'oublier qu'elles peuvent plus ou moins nous influencer à notre insu, le risque aussi de les trouver tellement agréables qu'on préférerait leur compagnie à la compagnie d'êtres humains. Donc, vous voyez, l'enfer, comme toujours, est pavé de bonnes intentions. Donc, l'idée de nous donner des machines qui nous soient toujours plus agréables, ça doit aussi nous interroger du point de vue de ce qu'est la spécificité de la relation humaine par rapport à la spécificité de la relation d'un être humain avec une machine. Le risque étant que la machine, finalement, soit tellement gentille qu'elle nous enferme dans des mondes, dans des bulles, qu'elle nous donne des œillères, pire encore que ce que font aujourd'hui certains fournisseurs d'accès à Internet. Rodolphe, peut-être tu peux commenter sur le sujet, puisque le sujet, c'est de le rendre le plus gentil et le plus humain possible, ce petit robot. Non, plus gentil, pas forcément. Non, l'idée, c'est surtout de créer ce lien entre les gens. Buddy, il peut s'énerver si on n'est pas très sympa avec lui ou parce qu'il est de mauvaise humeur. Mais en effet, l'idée quand même de créer ce lien est pour nous important pour pouvoir justement faciliter l'interaction entre les hommes et la machine et via une plateforme comme Buddy, de pouvoir accéder à notre environnement numérique de façon plus simple, plus engageante, etc. Après, je pense qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est comme tout, hein, dès qu'on fait des progrès, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus, je pense, prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. C'est-à-dire que même s'ils peuvent trouver un robot comme Buddy mignon, sympa, c'est pas pour ça qu'ils vont le confondre avec une personne vivante. Tout comme nos enfants, ils ont leur doudou. On leur dit pas ton doudou n'est pas vivant, n'aie pas trop d'empathie envers ton doudou. Buddy, c'est juste le doudou des adultes. Pour peu qu'en plus, ils apportent de vrais services au-delà du fait de l'acceptabilité parce qu'il est sympa. Le but, au-delà de ça, c'est quand même que le robot puisse permettre notamment à une personne de rester chez elle plus longtemps, en veillant sur elle, en faisant du lien social avec sa famille, etc. Donc voilà, on est quand même sur, au-delà du robot en lui-même, l'usage et la plus-value qu'il va pouvoir apporter à des personnes qui, sans le robot, soit ne pourraient pas rester chez elles, seraient obligées d'aller en maison de retraite ou juste seraient en situation de danger. Voilà. Oui, parce que là, on parle d'un robot compagnon pour garder les gens dans leur environnement naturel à la maison. En l'occurrence, voilà, en tout cas, le Buddy demain sera dans toutes nos maisons pour plein d'autres usages. Ceux qu'on focus aujourd'hui, on a la chance, on vient de lancer le robot, c'est le premier, là, on commercialise à partir d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment, en effet, les personnes âgées et l'éducation, notamment l'éducation spécialisée avec les enfants autistes, où on se rend compte aussi que justement cette capacité d'un robot à exprimer ses émotions, mais très simple, beaucoup plus simplement qu'un humain le ferait, avec nos centaines de milliers de signaux émotionnels, et si on s'est élevé du pied gauche, on ne réagira pas de la même façon que si on est élevé du pied droit. Avec un robot, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que pour des enfants, notamment autistes, ça va leur permettre de s'exprimer plus facilement sans être bloqués par cette relation émotionnelle. Voilà. C'est des exemples parmi d'autres, mais tout ça repose sur, en effet, une chose, qu'on ait créé ce lien avec les gens, qui fait que quand le robot va venir vous voir, vous proposer quelque chose, une activité, vous donner une info, peu importe, ça se passe de la meilleure des façons possibles, contrairement à un Google Home, un Amazon Echo, très limité, très peu empathique. Voilà. Donc là, on est dans le lien avec le grand public. Peut-être, professeur Solaire, vous qui êtes vraiment sur le sujet quand même professionnel médical, hôpital, quel est le rôle finalement que vous voyez à la robotique ou à l'intelligence artificielle, puisqu'on a commencé à commenter sur la robotique, mais l'intelligence artificielle au service du patient? Alors, en fait, il y en a plusieurs, mais c'est clair. Bon, si on prend le robot, là, on comprend bien, c'est le lien relationnel. Il faut qu'on s'adresse à une machine comme on s'adresserait à un être humain, parce qu'on a appris à s'adresser à des êtres humains, donc on sait le faire. Si on doit changer notre façon de parler à un robot, on va avoir du mal à s'exprimer auprès de lui, et du coup, on va avoir du mal. On le voit au quotidien. Hein. Vous prenez quelqu'un, vous lui demandez de faire une recherche sur Internet, vous allez comprendre que c'est parfois compliqué de parler à une machine, parce que tout simplement, on n'a pas forcément appris à le faire. Et une recherche Internet est
extrêmement parlantes à ce sujet. Donc on comprend l'intérêt que ça peut représenter, ce type d'IA. L'autre intérêt, c'est évidemment l'assistance sur la partie données, parce qu'on a souvent des difficultés à bien voir quand on a beaucoup de données. Je dirais l'arbre qui cache la forêt, c'est un peu ça. Si vous savez, il y a des œuvres d'art qui sont assez magnifiques où vous avez des objets, et quand vous les regardez dans un axe, on voit apparaître quelque chose. Quand c'est dans un autre axe, on voit absolument rien. C'est exactement ça, en fait, le problème qui est posé. On est face à une multitude de données en médecine, et plus le temps passe, plus les systèmes d'information nous fournissent des données, que ce soit l'imagerie médicale, que ce soit les autres types de captures, par exemple le génome ou tout ce qui est associé. Eh bien, face à cette multitude de données, on n'est absolument pas capable, on le voit bien avec l'IoT aussi, d'en sortir une information utile par nous-mêmes, parce qu'on est noyé dans la donnée. Et là où l'intelligence artificielle peut intervenir, c'est justement dans une analyse plus performante de cette donnée, pour nous permettre de mieux voir l'information qui est contenue finalement dans cette donnée. Alors ça se traduit, pour être concret, pas parler uniquement de théorie, par exemple dans le cas de Visible Patient, par l'extraction dans l'image médicale en coupe d'un patient, comme si on le découpait en tranches, de la reconstruction en 3 dimensions de l'ensemble de ses organes, de ses tumeurs, et donc d'avoir une sorte de copie virtuelle en 3D du patient sur lequel on va pouvoir s'entraîner à l'opération, et ça améliore immédiatement en fait le choix thérapeutique. Ça se traduit dans d'autres domaines par la détection de nouveaux types de diagnostics à partir de données de masse fournies par de l'IoT, où on va détecter, ah tiens, on s'est rendu compte qu'avec tel paramètre, on pouvait dire que ces patients avaient un risque plus élevé, par exemple, d'AVC. Et c'est ça l'avenir de l'intelligence artificielle en médecine, c'est surtout une assistance à l'analyse de la donnée, sans pour autant d'ailleurs attendre de cette IA qu'elle fasse tout le travail de l'humain, comme par exemple trouver des nouvelles théories qui seraient à un autre niveau et qui, à mon avis, n'est pas nécessairement cachée dans la donnée. Il y a toute une belle réflexion là-dessus qui a été menée notamment par M. Klein, qui l'exprime très bien en montrant que Einstein, quand il a fait ses lois, il n'avait pas de données. Et aujourd'hui, on est en train de faire des données pour prouver qu'il avait raison, ou plutôt pour démontrer. Juste un petit mot sur les enfants autistes que je connais bien. Il ne faut pas croire que les robots vont aider les enfants autistes. Les robots vont aider les thérapeutes qui s'occupent des enfants autistes, ce qui est très différent. Il ne faut pas croire que... C'est une bonne précision. Voilà. Jess, as you're based in Taiwan and working with data at the hospital, you have a partnership with the local hospital. Could you comment on the topic? Yeah, I'd be happy to. Through my experience in Taiwan on a small scale, we've been implementing an IoT living lab. And I just talk a little bit about some of the challenges that we've faced and some of the broader challenges that exist from my point of view. So in terms of healthcare, I see the challenges as being trust, privacy, and bureaucracy. There are others, but I would say those three are at the top of my mind right now. Trust is going to take maybe a generation, in my opinion, as we start to interact more with these intelligent machines. We're already seeing it now where, I think I talked about this in my last panel, where your cognitive dissonance maybe sets in. We're not even too sure if we're talking to a chatbot or not, even though we know. So we actually convince ourselves we're not, even though we really know, because we want to hear that advice so badly. And I see there's enormous potential for AI in healthcare, especially when it comes to reaching rural areas or places that don't get the quality of care that maybe we're used to in the city of Paris, for example. So I would say that trust will come over time and with generations. Maybe we can learn to have a better relationship with machines, and you guys have said this very well already, talked about this issue. In terms of bureaucracy, I've felt this myself. It's very difficult to get your innovations into a hospital. It's quite difficult. There's a lot of roadblocks in terms of getting what you think is going to help the doctors and the technologies that you want to have put in place. It's difficult. And to actually make them work, when we were looking for our solutions, you can't buy off-the-shelf solutions for IoT right now. There's big companies will come in and charge you a lot of money in blue suits to tell you all these solutions to put in a system that probably will be out of date in 6 months. So it's very difficult to actually put a lot of these things in place. These smart cities, we just had a wonderful talk about smart cities. If you talk about smart hospitals, the bureaucracy is very difficult to get over in terms of getting your innovations and implementations in. So that's the bureaucracy. And then privacy is a huge issue.
In Taiwan, it's less of an issue, so it's easier for us to actually get things done. In Europe, people care a lot more about privacy, and we should. We really should. Or at least, if we're making this exchange, if we're giving away all our privacy, let's get something back in return. Yeah. Right? I see these as some major issues that we're facing in our implementation, and I think that all of us can talk about these as issues for healthcare, but there's some enormous possibilities, whether it's autistic children or identification of Parkinson's or lesions. There are some great opportunities out there, and it's a very exciting field, to be honest. Thank you, Jess. Maintenant, on a pas mal débattu sur des angles différents. J'aimerais bien avoir la vision de Francis Barr, de INRIA, sur les challenges. Les beaux labos de recherche comme l'INRIA travaillent sur le futur. Donc, j'aimerais que vous nous éclairiez par rapport à ça. Donc, un des challenges principaux pour l'IA, ce sont les données. Un des challenges principaux pour l'IA, ce sont les données. Donc la plupart des progrès qui ont été faits depuis 5-10 ans sont intégralement liés à de grandes bases de données annotées de qualité. Donc, par exemple, pour la vision, on a demandé à des gens d'annoter est-ce qu'il y a un chien, un chat, où est-ce qu'il est. Donc à l'aide de ces données, on peut faire des tas de choses. Dans le milieu médical, eh bien, on ne pourra avoir de tels progrès que s'il y a des données similaires. Il y a déjà des cas où ça existe, donc pour tout ce qui est détection de tumeurs ou donc imagerie médicale, beaucoup de données sont déjà annotées et on voit apparaître tous les jours de nouveaux articles faisant cela très bien. Mais ce qu'il y a juste derrière, c'est-à-dire une aide au diagnostic plus globale, où on prend le patient dans sa totalité, là on est encore très loin. Et un des freins, c'est la complexité et bien sûr les données et le partage de données entre hôpitaux. Donc au sein d'un hôpital, on sait gérer toutes les données d'hôpital, elles sont souvent sur le même système d'information, mais entre deux hôpitaux, c'est interdit de partager les données je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais si on veut avoir des progrès dans le diagnostic lié aux données, il faudra trouver un moyen de les partager tout en conservant une privacy raisonnable. Et là, il y a un enjeu à la fois légal et technique qui est très difficile. Car un point important, c'est que si on veut protéger l'identité d'une personne de manière formelle, ça sera impossible. D'accord ? C'est techniquement impossible. Donc, il y a un peu une négociation à faire entre le légal et le technique qui est très difficile parce que ça demande des compétences dans les deux. Et je pense que c'est ça un des enjeux très forts, c'est comment on s'assure que les données soient partagées avec les bonnes personnes, d'accord, tout en protégeant le patient et voir, comme c'était dit avant, en l'aidant. Moi, je suis prêt à donner mes données si à la fin je suis mieux soigné, complètement. Par contre, si c'est pour recevoir une pub sur les voitures, beaucoup moins. Oui, c'est clair. Et ça pose aussi des questions éthiques. Là. Vous avez pas mal étudié ce sujet de l'éthique, de la data et de la robotique. Oui, alors c'est une... Écrit plusieurs livres du reste sur le sujet. Oui, alors... C'est une préoccupation colossale. Hein. C'est quelle responsabilité le législateur va être amené à prendre de plus en plus pour que les données personnelles des utilisateurs soient non seulement protégées, mais qu'elles ne puissent pas non plus être utilisées pour influencer ses choix d'aucune manière. Or, il faut bien comprendre qu'aussitôt que des robots conversationnels, des robots de compagnie seront introduits chez des personnes, notamment des personnes âgées, ces machines auront un pouvoir d'influence considérable sur ces personnes. Donc, comment est-ce que ce pouvoir sera géré ? C'est un champ énorme qui s'ouvre. Il faut bien comprendre que personne ne confondra jamais son robot avec un humain. Hein. Personne n'est fou à ce point-là, sauf quelques malades mentaux, mais ça sera rarissime. Le problème, c'est que n'oubliez pas que le Nutella a été conçu comme un ersatz du chocolat. Personne ne confond le Nutella et le chocolat, mais beaucoup de gens préfèrent l'ersatz, le Nutella. Donc, beaucoup de gens qui confondront pas un humain et un robot pourront préférer quand même avoir affaire à un robot gentil, affectueux et semble-t-il compréhensif plutôt qu'un humain, en oubliant que cette machine pourra en effet avoir un pouvoir d'influence considérable sur ses choix, sur ses comportements. Donc oui, c'est un terrain énorme qui s'ouvre au législateur et puis également à notre réflexion à tous, puisque nous aurons toujours, encore une fois, à nous souvenir que quand nous parlons à une machine, nous parlons en fait à la personne qui est derrière la machine. Et ça ne va pas être facile de s'en rappeler à tout moment. Oui, parce que quand on a un robot face à soi, on le comprend bien. Quand c'est une IA en ligne et c'est un agent conversationnel, on peut effectivement être sceptique. Rodolphe, est-ce que le robot Buddy peut
puisqu'il sera mis dans les mains de personnes âgées, peut-être vulnérables, leur faire un chèque de 5 000 € au profit de Blue Robotics Company? Uniquement à mon nom, hein. C'est pas sur la boîte. Non, c'est vrai que c'est des bonnes remarques. Sur le côté privacy, nous on fait très attention, c'est-à-dire que le robot peut fonctionner quasiment en étant complètement déconnecté, donc on n'envoie pas les requêtes des gens dans le cloud, etc. Donc l'idée c'est quand même justement de pouvoir maîtriser ces données. Si les gens le veulent, c'est parce qu'il y a une vraie raison et on leur explique pourquoi, et à ce moment le robot pourra faire peut-être plus de choses. Après, sur l'idée que demain Buddy puisse donner son avis sur la politique ou sur les gilets jaunes ou je ne sais quoi, et que les gens le prennent content, et c'est une vraie question raisonnable. Pour être très honnête, pour l'instant, on ne s'est pas posé ces questions. Enfin, on se les pose parce que forcément, il faut voir un peu demain. Mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faudra faire attention. Mais vu qu'on est pour l'instant surtout sur du service rendu, des applications, je prends soin de toi, je vérifie que tu vas bien, j'envoie une alerte s'il y a un souci, on n'est pas encore sur des échanges et des discussions hautement philosophiques entre un homme et un robot, mais ça viendra. Mais ça va venir. Ça viendra. Oui, Ouais. j'évoquais l'aspect législatif. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a en effet un aspect technologique, c'est-à-dire concevoir des robots qui favorisent les relations entre les humains plutôt que des robots qui remplacent les humains. Partout, c'est possible, notamment dans les métiers de la relation, comme la santé. Et puis, il y a un troisième volet qui est évidemment le volet éducatif. Apprendre aux enfants le plus tôt possible qu'est-ce que c'est qu'un robot, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'interface écran, comme on fait aujourd'hui par rapport à l'utilisation des ordinateurs, qu'est-ce qu'il y a derrière l'interface robot. Encore une fois, là, juste pour rebondir sur ce côté, les robots remplacent les hommes. Un robot comme Buddy, en l'occurrence, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est, si je reprends l'exemple d'une personne âgée, malheureusement, la plupart vivent toutes seules, et même si leur famille ou leurs amis ou les personnels soignants viennent de temps en temps, ils ne sont pas 24 heures sur 24 avec elles. On ne peut rien y faire, malheureusement c'est comme ça. L'idée c'est plutôt de se dire, pendant ces périodes où les gens ne sont pas là, elles ont un robot qui peut permettre de veiller sur elles, mais en aucun cas le but étant de remplacer. Après, libre à chacun, c'est à chacun de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait si demain j'ai un robot? Est-ce que je vais moins avoir envie d'aller voir ma grand-mère parce qu'elle a un robot? Mais c'est pas le fait qu'il y ait le robot qui me remplace, c'est moi qui suis peut-être plus feignant. C'est plutôt des questions à se poser à nous-mêmes plus que sur la technologie. C'est une question amusante d'ailleurs sur la place dans la succession des générations, parce que les parents aujourd'hui qui offrent des jouets numériques à leurs enfants en leur disant fiche-moi la paix, t'as ton jouet numérique, il faut qu'ils s'attendent quand ils seront vieux que leurs enfants leur disent fiche-moi la paix, je t'offre un robot. Et peut-être que Et en même temps, quand on voit dans les maisons de retraite la difficulté que nos seniors ont d'isolement quelque part, c'est quand même un point très positif de pouvoir leur permettre de s'évader dans le monde numérique, de découvrir. Ouais, ou de même se reconnecter. Typiquement, on a tous eu ou été petits ou des enfants qui n'ont pas forcément envie d'appeler la grand-mère pour raconter ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais si je peux passer par le robot et contrôler mon robot à distance, aller chercher grand-mère dans la maison et lui envoyer une photo, regarde, j'ai fait un dessin, le robot l'affiche, mamie, elle peut demander au robot de prendre une photo, de le renvoyer à son petit-fils. Ah là, il y a un côté ludique qui fait que on va améliorer le lien social. Donc, voilà. Francis, vous voulez rebondir là-dessus? oui, je pense que le confondre un robot et un humain, on en est encore très très loin. Malgré tous les progrès récents, là, on se fait des hypothèses pendant 20 ans, voire plus. Donc, pour l'instant, Buddy fait ce qu'il doit faire, mais une interaction assez simple. Et avant qu'on le confonde, il y a des dizaines d'années, voire plus, avant qu'on doit avoir... On est encore très loin de Terminator et l'autre film, j'ai oublié, sur le test de Turing, sur Ex Machina. On en est très très loin. Donc quelque part, on réfléchit en amont, très en amont, sur comment ça se passera quand on aura ces robots. Mais pour l'instant, on en est à mon avis, très très loin. Des années-lumière. Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. Je pense que le fond, c'est vraiment ce que vous avez abordé en premier, à savoir la question de la protection de la donnée. Et cette protection, elle est essentielle, vous l'avez redit. Et je pense qu'en effet, le point, il est là. Si on regarde les patients, si on leur demande ce qu'ils en pensent, vous savez, quand le patient est malade, la seule chose auquel il pense, c'est être sauvé. Et donc, la question fondamentale, c'est une question de société. Parce que, évidemment, si on demande à ceux qui sont en situation de faiblesse qu'ils en pensent, ils vont vous laisser faire ce que vous voulez du moment que vous les sauvez. Et ce sont des personnes en position de faiblesse. Donc c'est à nous de réfléchir dans ces cas-là, parce qu'ils sont en position de faiblesse, comment on peut leur apporter une solution qui va d'un côté les soigner et de l'autre protéger leur vie privée sans la mettre, entre guillemets, sur la place publique. À ce niveau-là, il y a des solutions qui existent. Il faut le dire aussi. Bien sûr, on a des lois, mais on a aussi des solutions. Et là, au niveau international, vous êtes à Taïwan, donc on a un IRCAD aussi à Taïwan, donc on connaît bien l'Asie. Il y a trois grandes
3 grandes régions dans le monde. En gros, on va dire l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Et il y a 3 perceptions même de l'usage de la donnée qui est différente à ce niveau-là. Et je pense qu'en Europe, on a une carte à jouer qui est très intéressante, de fait de notre philosophie même de la protection de l'individu. Et vous l'avez dit, à Taïwan, vous avez moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la société passe avant l'individu. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Ce qui passe en premier, c'est le client. Et le client, ça peut être un individu, mais ça peut être aussi une entreprise. Et donc, on va privilégier le client, parfois aux dépens de l'individu. En Europe, l'individu est prioritaire. On a cette carte-là, et cette carte-là, il faut la jouer parce que demain, des individus en Asie, des individus en Amérique vont avoir les mêmes demandes que nous avons aujourd'hui, à savoir, OK, l'ordinateur est capable de me prédire que dans 10 ans, je vais avoir un cancer, mais je ne veux pas que mon banquier le sache. Et c'est ça, en fait, la protection dont on parle, d'où la nécessité de protéger ce genre de système. Parce qu'en effet, ce genre de système capte des informations. Je m'excuse, mais ça m'a fait frémir quand vous avez dit je voudrais voir où est ma grand-mère, donc je prends le contrôle du robot à distance. Mais c'est une infraction de la vie privée, même si c'est votre grand-mère. Non, mais il faut qu'elle soit d'accord. Hein. Comment vous faites pour savoir si elle est d'accord si vous ne la voyez pas? Donc, non, mais si, tout ça, ça se gère, je vous rassure. Ça se gère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a des systèmes exceptionnels. Ça peut servir l'humain et ça doit servir l'humain. À côté de ça, l'humain, c'est aussi une individualité, des individus, c'est-à-dire des gens qui ont des notions de vie privée nécessaires qu'on doit essayer de conserver. Il est évident, et j'en suis persuadé, hein, que vos systèmes vont garantir ça. En tout cas, en France, j'en suis persuadé, parce qu'en France, l'avantage qu'on a, c'est que justement, on a des lois qui nous obligent à le faire. Et c'est pour ça que j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, je m'inquiète beaucoup plus quand j'ai une boîte à la maison qui enregistre tout ce que je dis et qui n'est pas branchée forcément sur un système français, mais plutôt sur un système dans d'autres pays, où là, on peut en effet se poser des questions. La boîte type Amazon Echo. mais si je prends l'inverse, on ne devrait pas laisser le choix aux patients. Je vois par exemple les réseaux sociaux de patients, Patient Like Me par exemple, la start-up américaine. À partir du moment où il y a une maladie, alors ok, partager ses données médicales c'est à risque, mais in fine si personne sait me soigner, partager avec des pairs qui ont la même problématique que moi, ça va me permettre d'avancer, ça va peut-être me permettre de mieux me soigner. Donc c'est moi patient qui devrais être le décideur finalement. C'est ni une loi, ni un État, ni... Le patient peut décider d'abord, la première chose que peut faire un patient, contrairement à ce que vous avez dit, mais c'est pas, vous avez raison sur le fait que les hôpitaux n'ont pas le droit de partager. Par contre, le patient, lui, il a la propriété de la donnée qui a été faite sur lui. Donc lui, il a le droit de la récupérer. Et à partir du moment où le patient a récupéré sa donnée, il a le droit de la donner à un second médecin. Oui. Donc ce partage peut se faire par ce biais-là, d'où l'intérêt de mettre en place des dossiers partagés, personnalisés aux patients, protégé aussi pour faire ça. Donc première information, oui, le patient a droit de fournir sa donnée médicale à une deuxième partie pour ça. Par contre, la question qui est posée sur l'IA, c'est autre chose, c'est la question de la donnée de masse qu'on va utiliser pour faire des analyses de masse. Et là, dans ce cas-là, on se moque totalement de savoir l'identité de la personne. On n'en a pas besoin. Et dans ce cas-là, on peut protéger en anonymisant. Donc la solution par rapport à la recherche, c'est de créer des bases anonymes qui puissent être utilisées pour faire progresser les algorithmes d'analyse de données, tout en parallèle, mettant en place un dispositif qui permette à l'individu de transmettre sa donnée de A à B, de façon à ce que chaque élément du système de santé puisse suivre son évolution. Oui, je veux ajouter que la technologie va tellement vite qu'aucun principe de précaution aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on peut dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais il faut vraiment investir dans le domaine de la vigilance et s'apercevoir que les choses peuvent finalement fonctionner autrement que ce qu'on avait prévu parce que la technologie entre-temps a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, autour de la gestion des données des gens, il y a beaucoup d'inconnus. Vous savez qu'aujourd'hui, on repose sur un système qui est le consentement éclairé. Vous savez tous que si vous vouliez donner votre consentement éclairé à toutes les questions qui vous sont posées sur Internet, il faudrait 2 mois entiers de votre vie. Personne ne le fait. Le consentement éclairé va de plus en plus être remplacé par quelque chose qu'on pourrait appeler le consentement induit. Si une machine installée chez vous vous pose une question, un simple hochement de la tête, un petit oui, comme dans une relation humaine, pourrait suffire pour être considéré comme approbation. Donc on rentre dans un monde où il va être très compliqué de légiférer a priori et à mon avis, ce qu'il faut développer le plus possible, ce sont des structures de vigilance, ça va coûter cher, mais des structures qui vérifient au fur et à mesure comment les progrès technologiques respectent les droits de la personne.
Ça, c'est bien vrai. On est au service du healthcare, du patient, de la santé. Donc, je pense que chacun voit aujourd'hui quelles sont les avancées, hein, que ce soit dans l'imagerie médicale, que ce soit dans la robotique assistée. Je voudrais avoir votre point de vue, professeur Soler et Francis Barre, sur c'est quoi les perspectives, quels sont les grands axes de progrès qui sont en cours de développement et qu'on va voir apparaître dans 5-10 ans. Je pense que, ayant visité un hôpital récemment, pour l'instant, c'est très rudimentaire, hein. Il n'y a pas d'IA dans le parcours de soins actuel. D'accord, c'est tout fait quand même à la main avec un dossier papier qui vous suit tout le long de votre parcours, même dans les plus grands hôpitaux parisiens. Donc je pense qu'il y a effectivement l'aide au diagnostic pour l'imagerie médicale. Ça arrive déjà. Ça, c'est en cours. C'est en cours, mais c'est pas encore en cours de déploiement. Après, il y a l'aide au diagnostic par rapport aux dossiers médicaux de l'hôpital. Ça aussi, les données sont là. D'accord, donc les données de masse ne sont pas encore tout à fait là. Donc ça c'est l'approche donnée. Après, tout ce qui est chirurgie, je n'y connais rien. Donc je laisserai mon collègue parler de cela. Et après, on parle de développement de nouveaux médicaments. Mais là, on est encore très très loin. On a encore du mal à imaginer techniquement comment on pourra, grâce aux données, trouver de nouveaux médicaments. Mais ça, c'est ce qu'on a pour après, une fois qu'on aura su créer ces bases de données de masse et, si possible, anonymiser pour comprendre chacun des patients. Alors, concrètement, aujourd'hui, déjà, l'IA permet de sauver des vies. Même si ce n'est pas nécessairement tant utilisé que ça l'est quand même dans certains domaines. Donc, par exemple, dans ce qu'on fait chez Visible Patient, je vous donne un exemple très concret, comme ça parlera à chacun. Un enfant avec 2 tumeurs, une dans chaque rein, sans le logiciel, transplantation rénale obligatoire, validée par 2 équipes chirurgicales. On utilise le logiciel et finalement on trouve une solution thérapeutique par une résection partielle de chacun de ces reins, qui n'était pas possible de calculer autrement que par la modélisation et la simulation de la découpe et donc de la vascularisation post-découpe. Et au final, cet enfant, il est opéré en janvier. En février, il reprenait l'école. Aujourd'hui, il est en parfaite santé. Il n'a pas eu de transplantation, il n'a pas eu de dialyse associée et il va très bien. C'est un exemple, je pourrais vous en donner énormément. Aujourd'hui, voilà à quoi ça sert concrètement. L'IA, ça permet de mieux soigner les patients. Demain, puisque vous parlez de la question de l'avenir, on va aller vers de l'automatisation de certaines étapes de la prise en charge du patient. Ça va être sur le diagnostic, un meilleur diagnostic grâce à l'assistance informatique. Sur le plan chirurgical, un meilleur geste grâce au robot qui va aider, on en a parlé tout à l'heure. Et surtout, l'avenir, je pense, ça va être la prédiction. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite le plus au niveau des data. C'est-à-dire qu'à partir d'une collection de data, on va dire, ah ben tiens, vous, quand on regarde vos données, vous êtes plus à risque que d'autres. On l'entend déjà, ça. Sauf que là, ça va être beaucoup plus précis parce qu'on aura plus de données et donc plus d'informations. Et ce que ça va changer, c'est qu'au lieu d'attendre que vous ayez des signes cliniques de votre pathologie, avant même ça, on va faire des examens pour vérifier que vous n'êtes pas dans une situation de développement d'une pathologie, parce qu'on vous aura détecté à risque. Ce qui va nous permettre donc d'aborder les pathologies de façon extrêmement précoce et donc de mieux soigner. And maybe Jess, as you are from Taiwan, what is your view on what's coming next? From Asia. So there's been a lot said, and I agree with a lot of the issues that have been raised so far, especially with regards to data and privacy. But I think one of the things that we need to have a discussion about is the impetus behind creating these products. I think we need to have and I'm seeing this also in the industry a little bit, is a value-based innovation. Why are we creating these products? And you need to get the doctors involved. So even in my small example, listening to the doctors really helped steer the direction of the innovation and the types of things that we are, even on the small scale, bringing. But on a big scale, I think it's very important that the doctors get involved in terms of what they need. And there's a fear of being replaced. I think all of us here on this panel have kind of said, no, they're not going to be replaced. We've talked about, people being able to tell the difference between a machine and a human. But what are they asking for? They're asking for augmentation. They're asking for things to take their tasks away. Nurses are asking for their paperwork and to be replaced. Doctors are asking for reliable testing and diagnosis tools in order for them to do a better job of quality of care. And I think that when we're talking about putting a robot in someone's home or in a hospital, it's very important that we talk about the impetus and the reason for putting it in. Are we doing value-based innovation? Are we trying to create something that's going to make a difference to that
at patients' lives, or are we trying to create a product or design a new drug or find a new comorbidity? And it's very important that our reasons for creating these products are correct and they are ethical, or else you're going to have a replacement in the hospital. So I just want to raise that as a concern, an international concern, not just in Taiwan. So to really listen to the doctors and the surgeons to understand what they need and what they expect? Yeah, absolutely. And I think that's the way that we're going to get the implementation that's going to fit the needs of the people that we're servicing. Yep. And it's very important to have the doctors involved with this conversation, and we listen to them when we're doing the development. We have GlaxoSmithKline, we have Sanofi, Aventis, and Pfizer all partnering with tech startups right now. But are they involving the patients and the doctors in their development in the appropriate way? Just something to think about. Yeah, I agree. Always listen your customers. Serge, you want to add something? Oui, un petit mot. On parle beaucoup des médecins et avec raison, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un domaine important dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les maisons pour personnes âgées, c'est toutes les manutentions. Et l'intelligence artificielle, la robotique peuvent apporter énormément par le biais d'exosquelettes légers, adaptés aux performances humaines, à la musculature de chacun. Et moi, j'attends beaucoup du développement des exosquelettes pour toutes les professions de santé, justement paramédicales, qui ont souvent des gestes difficiles à faire avec les patients, les porter de la chaise au lit, du lit à la chaise, du lit à la salle de bain. Et n'oublions pas quand même tout ce domaine qui paraît simple par rapport à des domaines plus compliqués, mais qui est en réalité pas si simple que ça, parce qu'un exosquelette léger et parfaitement adapté à chaque soignant, c'est compliqué. Et là, je crois que ça permettrait la fuite, ça permettrait d'éviter la fuite qui est en train de se réaliser d'un grand nombre de ces professions paramédicales qui quittent les hôpitaux parce que la profession y est trop difficile. Nous accompagnons quelques startups dans ce domaine, donc j'espère que ça va bientôt voir le jour. Il nous reste 4 à 5 minutes. On a très peu abordé le sujet de la personnalisation, personalized medicine, à partir des données, faire le médicament sur mesure, faire la prothèse sur mesure. C'est des choses que vous voyez, puisqu'on est vraiment sur de l'intelligence de la donnée, issue des imageries, par exemple, pour produire quelque chose qui va correspondre au corps de la personne. Est-ce que c'est des choses qui sont dans les tuyaux? Alors moi, je ne sais pas, mais techniquement, si les données sont là, c'est faisable. Mais encore, il faut que les données soient là et en grand nombre, car on pourra personnaliser que si on a vu beaucoup de personnes dans des bases de données assez gigantesques. Et si on veut à la fin personnaliser, il faut que la base de données contienne beaucoup d'informations personnelles. Et là, on rentre dans le blocage données contre confidentialité. Donc après, si ça se fait ou pas, ça, je laisse mon collègue. Alors, Visible Patient, c'est le concept. C'est-à-dire qu'on a l'image, on va donc modéliser la copie virtuelle du patient et donc l'acte est personnalisé. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça me remet même en cause l'anatomie, puisque pendant très longtemps, on avait une anatomie comparée. Et on a appris l'anatomie comparée en partant du principe que tous les patients avaient une anatomie similaire. Et ensuite, il y avait des variations anatomiques. La réalité, c'est que chaque patient a une anatomie différente. Et il y a des correspondances, bien sûr. On va retrouver à peu près les mêmes organes. Je dis à peu près parce que ce n'est pas toujours le cas non plus. Et à partir de là, eh bien, on doit se débrouiller. Et pendant très longtemps, on était là-dessus. L'anatomie personnalisée à partir de l'image médicale change tout. Mais il fallait une anatomie pour pouvoir, ne serait-ce que discuter entre médecins, pour pouvoir dire, ben voilà, regarde, il a une tumeur là. Avec l'image, on change un peu la donne. Et ce que ça va apporter en plus de la partie personnalisée, c'est aussi le dialogue au patient. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé du consentement éclairé. Le consentement éclairé, il est essentiel. On ne peut pas parler de consentement éclairé si le patient ne comprend pas de quoi on lui parle. L'imagerie médicale, enfin plutôt la modélisation 3D, l'intelligence artificielle peut faciliter ce consentement éclairé demain. Donc oui, on va personnaliser. Avoir un langage commun qui est compréhensible par à la fois le corps médical et le patient. Et la 3D, effectivement, je vous rejoins. Je ne vais pas dire le contraire. Joue un rôle très important. Avant de conclure, puisqu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, on parle de Robot of the Year, donc il va y avoir une élection cette année et il y aura un challenge l'année prochaine. Ce que j'aimerais, c'est qu'en quelques secondes, chacun d'entre vous me donniez votre axe. Ce serait quoi le Robot of the Year de l'année prochaine? Qu'est-ce que les jeunes devraient inventer
évidemment pour servir la santé, puisque c'est notre thématique. Et quelle est l'invention géniale qui devrait arriver dans le Robot of the Year de l'année prochaine? Donc je commence par vous, Francis. Alors là, vous me prenez un peu de court, mais comme j'ai appelé SOS Médecin hier soir pour mon enfant, ce serait un robot qui me permette d'éviter que le médecin vienne en prenant la photo de l'endroit approprié et qui est un prédiagnostic qui permette d'éviter que le médecin se déplace. Un SOS médecin virtuel qui serait présent rapidement Pour et un partout premier dans le monde filtre. pour vous aider à diagnostiquer et à faire intervenir le bon protocole. Et rassurer l'enfant et les parents. C'est une très bonne idée. Monsieur Solaire. Moi, je vais prendre un robot chirurgical un peu différent de l'existant, un robot flexible, qui pourra rentrer facilement à l'intérieur du patient et le contrôler à distance ou avec un système intégré d'intelligence artificielle, nous assister pendant le geste. Ça pourrait être le robot de l'année prochaine. Très bien. Jess, what is the best innovation in your mind for the next gen entrepreneurs? Well, I'm a little bit biased because I've already been thinking about this for a while, but I believe that the movement of resources, the ability to solve inequality, is probably our biggest, thing that we should be working on in terms of humanity. And I think we can have a lot to learn from robots or machines. For example, if we can learn how machines cooperate better, and it's already been shown that with the work that DeepMind is doing, where with video games, that they actually can cooperate and make mutually beneficial agreements over long term. If we can see that machines can do this in a way that is mutually beneficial for long-term relationships, perhaps we as human beings can also learn how to cooperate better, share resources better, and that is the machine that I think we need, whether we deserve it or not, but I think that would help. Thank you. Rodolphe? Moi, je vais rester dans la thématique du robot. Hein. Bon, ce sera Buddy V2. non, mais non, mais sur la robotique, je rejoins un petit peu ce que tu disais. Pas forcément sur de l'exosquelette, mais du robot capable, avec des bras ou des moyens de préemption, de pouvoir aider une personne à se déplacer, l'aider à se lever, pouvoir ramasser quelque chose, aller chercher dans la cuisine, je sais pas, un verre d'eau, etc. Donc, qui permet vraiment d'améliorer, d'apporter de l'autonomie à une personne handicapé, enfin qui aurait des soucis. Mais de façon, pour personnes. Pas exosquelette, un robot plutôt humanoïde. Okay. Alors est-ce que c'est une forme humanoïde ou pas? Je ne sais pas, parce qu'en termes d'acceptabilité, c'est plus dur pour nous d'avoir affaire à des robots vraiment humanoïdes qui nous ressemblent trop anthropomorphes. En tout cas, être capable d'apporter des aides physiques au-delà juste du côté émotionnel et services que Buddy peut rendre, avoir vraiment des possibilités d'aider physiquement la personne ou les personnes dans les EHPAD ou à la maison. Voilà. Très bien, merci. Et pour conclure, Serge? Oui, je rêve un peu peut-être, mais un robot, Il faut rêver. Un robot qui puisse être mis à la disposition des équipes médicales pour qu'elles puissent réfléchir à la manière de le programmer de la façon qui leur sera le plus utile, parce que finalement, dans un service, c'est un type de robot qui est nécessaire, dans un autre service, un autre type de robot. Et je crois que c'est vraiment en passant par les usagers et par le personnel médical et paramédical que chaque service peut adapter le robot dont il a vraiment besoin en fonction du personnel présent et des exigences des patients. Voilà. Donc un robot qui s'accompagnerait d'un technicien qui aiderait les équipes à le programmer comme elles souhaitent l'utiliser. Un robot Lego très simple à reprogrammer, à reconfigurer en fonction des usages. Un robot Lego adapté aux usages et un manuel de programmation simple à utiliser. C'est clair qu'on ne l'a pas dit, mais la simplicité est peut-être le sujet fondamental, parce que si la technologie amène de la complexité, ça ne va pas dans le bon sens. Très bien, vous avez entendu, pour des idées de start-up, n'hésitez pas, il y a 5 thématiques qui vous ont été proposées. Merci beaucoup de votre attention, le panel se termine. Merci. Merci beaucoup, merci à tous, merci Frédéric.